Par cette séquence, je souhaite vous apporter 4 repères pour mieux vous orienter vers l'enseignement supérieur. Ne croyez pas qu'il s'agit de vous donner une recette pour mieux choisir, je pense d'ailleurs qu'il n'en existe pas. Par contre, vous donner des regards qui vous permettent de vivre pleinement ce nouveau départ vers l'enseignement supérieur. Premier regard que je voudrais vous apporter, c'est de prendre conscience que nous sommes tous différents face au processus d'orientation. Certains sont passionnés, motivés, ce sont des croque-la-vie. D'autres, au contraire, sont plus anxieux, plus en questionnement par rapport à eux-mêmes, se posent là beaucoup de questions sur leur avenir. D'autres sont très décontractés et très relax par rapport à ce choix, et peut-être un peu trop d'ailleurs. Et d'autres sont très réalistes et se posent énormément de questions sur la question de l'emploi, sur la question du salaire par exemple. D'autres, plus idéalistes, rêvent à un avenir meilleur et rêvent à changer le monde. La vraie question, c'est peut-être qu'il faut croiser ces différents regards, et c'est là que prend tout son sens la rencontre avec un conseiller d'orientation. Au CIO, conseiller et psychologue d'orientation, vous propose un lieu de dialogue, un lieu pour aborder toutes vos questions d'orientation, qu'elles concernent l'université, les hautes écoles ou d'autres formes d'enseignement. De la rencontre avec un conseiller, différentes choses vont émerger. D'abord, croiser les regards. Vous vous posez des questions sur l'emploi. Qu'est-ce que le conseiller en sait en termes de connaissances des milieux professionnels? De prendre du recul aussi par rapport aux démarches que vous avez effectuées et de pouvoir se poser des questions sur ce que vous avez ressenti, ce que ces démarches vous ont apporté. De découvrir aussi vos potentialités et de trouver de nouvelles pistes pour avancer. Deuxième approche que je voudrais avoir avec vous, c'est d'élargir le cadre. Si on regarde l'enseignement supérieur, vous avez approximativement 250 formations, toutes formes d'enseignement confondues. Et si on regarde du côté des professions, on peut considérer que ces 250 formations vous amènent à 1 millier de métiers. Combien en connaissez-vous? Et avec combien de formations êtes-vous en train d'hésiter? On sent bien l'importance d'élargir le cadre. Plusieurs manières pour élargir le cadre, et la première, c'est peut-être de dépasser les préjugés que l'on peut avoir sur certaines activités professionnelles. On est parfois extrêmement réducteur. Le physicien travaille dans un laboratoire, et pourtant on peut trouver un physicien dans un hôpital. Extrêmement réducteur aussi, on résume parfois une activité professionnelle à un seul geste. Le journaliste est derrière une caméra, ou devant une caméra. Et en fait, on ne prend pas conscience qu'il y a énormément de préparation pour les interventions qu'il va effectuer. Deuxième regard sur les professions, c'est de prendre conscience que des évolutions professionnelles. Les évolutions professionnelles sont pourtant extrêmement importantes. Elles sont liées soit à l'impact des nouvelles technologies sur les activités professionnelles. On le voit aujourd'hui avec le télétravail, par exemple. Elles sont liées aussi parfois avec des évolutions sur le plan des législations. En matière d'environnement, par exemple, on voit aujourd'hui l'importance des éco-bilans dans le monde des entreprises. Elles sont liées aussi parfois à de nouvelles relations ou de nouveaux modes de relations entre les personnes. Et on le voit aujourd'hui, le recours au domaine de la médiation, par exemple, qui s'effectue dans différents secteurs. On parle de médiation économique, de médiation dans le secteur social, différentes manières de résoudre les conflits d'une autre manière qu'en ayant le recours à un avocat. Troisième regard que je voudrais avoir avec vous concernant ces professions, c'est d'envisager son évolution professionnelle avec progressivité. La question n'est pas de savoir si vous voulez devenir juge de la jeunesse, mais la question est de savoir comment on devient juge de la jeunesse. Ça démarre souvent par une première expérience au niveau du barreau, puis un deuxième moment pour postuler dans la magistrature, et puis, à un moment donné, on a un secteur de prédilection qui va être le secteur de la jeunesse. Même chose pour un médecin spécialisé dans un domaine particulier. Ce sont des évolutions personnelles, professionnelles, et cela dépend aussi parfois de certaines opportunités qui vont se proposer à vous.
Si l'on regarde les statistiques de la communauté européenne, on considère que vous aurez 3 grands métiers dans votre vie professionnelle. Alors ces 3 grands métiers peuvent s'exprimer de différentes manières. Au départ, vous allez mener une activité. Dans un deuxième temps, eh bien, vous aurez acquis une expérience et vous voudrez faire part de cette expérience à d'autres et vous voilà formateur. Et puis, dans un troisième temps, vous désirez être indépendant et créer votre propre entreprise. 3 grands moments dans votre vie professionnelle. Très important également d'élargir le cadre en termes de formation. On peut avoir énormément de préjugés également sur les formations. Formation universitaire, formation en haute école, formation dans d'autres systèmes d'enseignement. Chacune de ces formations a des caractéristiques propres. La formation universitaire va vous apporter un regard d'analyse, un recul critique, va vous permettre de vous former dans un milieu d'innovation. La formation en haute école mettra l'accent davantage sur la pratique professionnelle, sur des stages, donc des contextes différents dans lesquels la formation aussi eh bien, va peut-être mieux correspondre, une formation va peut-être mieux correspondre qu'une autre. Deuxième apport des formations, c'est de voir leurs évolutions. On voit aussi une évolution du paysage de l'enseignement supérieur, avec de nouvelles réglementations par rapport à ces formations, mais aussi des évolutions en termes de nouvelles filières. C'est le cas, par exemple, de la cybersécurité, un nouveau secteur que l'on retrouve aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. On voit aussi davantage de formations dans le secteur du développement durable aujourd'hui. Et troisième regard que je voudrais avoir sur les formations, c'est de bien identifier les prérequis qui vont être nécessaires par rapport à ces différents programmes. Il y aura des attentes des enseignants par rapport à ces programmes et c'est important de pouvoir voir si votre bagage correspond aux attentes qui seront attendues dans les programmes en question. Cursus est un magnifique outil pour faire un voyage au cœur de vos intérêts. Et Cursus, à travers différentes questions sur vous-même, va vous permettre d'explorer des familles professionnelles qui correspondent à vos intérêts. Et au regard de ces professions, eh bien, vous allez pouvoir découvrir les formations qui sont en lien avec ces professions. Troisième aspect que je voudrais avoir avec vous concernant ces regards sur l'enseignement supérieur, eh bien, c'est de personnaliser vos projets. Vous aurez tous à un moment donné des défis et peut-être même des difficultés au cours de votre parcours de formation. Lorsque ces défis, ces difficultés se poseront, il sera très important de pouvoir s'appuyer sur votre motivation. Pourquoi vous êtes-vous engagé dans cette formation? Qu'est-ce qui vous y motive vraiment? Cette motivation sera certainement au cœur pour pouvoir rebondir face aux difficultés que vous rencontrez. Alors, comment argumenter son projet de formation? Plusieurs manières de le faire. D'abord, en raisonnant en termes de développement personnel. Quelles sont les compétences que vous avez? Quelles sont celles que vous voulez voir développer dans votre expérience professionnelle? Important aussi d'avoir un regard en termes de personnalité. Vous êtes encore dans l'adolescence, votre personnalité se construit et elle va encore se construire. Et donc, c'est très important de pouvoir se situer en termes de développement d'apprentissage, développement de votre personnalité. Ce sont des éléments qui vont vous permettre aussi d'assurer quelque part une certaine motivation et une prise de conscience des évolutions possibles. Deuxième approche qui est importante pour bien étayer sa motivation, eh bien, c'est de réfléchir en termes d'action collective. Quelle est la place que vous voulez prendre dans la société? Les défis sociétaux sont énormes dans différents domaines. On a aujourd'hui des défis dans le domaine de l'alimentation, on a des défis dans le domaine de l'environnement, on a des défis dans le secteur de la santé, on a des défis dans le secteur du développement durable. Différentes pistes, différentes possibilités pour vous engager dans la société. Vous serez les acteurs de demain. Et parmi ces acteurs de demain, vous serez peut-être aussi les décideurs de demain. Et donc, quel est l'engagement sociétal qui vous motive? C'est véritablement un objectif à long terme, mais ça vaut la peine d'y réfléchir assez tôt. Troisième approche, c'est de réfléchir sur votre manière d'apprendre.
Je vous le disais tout à l'heure, des différences au niveau des types de formation et quelle est la forme d'apprentissage qui vous convient le mieux. Est-ce que vous recherchez davantage la pratique? Est-ce que vous recherchez davantage l'analyse? Est-ce que vous aimez la culture générale? Est-ce qu'au contraire, vous préférez être sur le terrain? Différentes manières qui vous permettent aussi de mieux vous situer par rapport à vos dispositions à vous former. Pour argumenter ces projets, c'est très important de ne pas être seul. Il faut pouvoir échanger avec d'autres. Et c'est un des objectifs des ateliers du CIO qui se veulent créatifs, participatifs et qui vous permettent d'échanger avec d'autres sur les représentations que vous avez quant à la société et puis aussi sur les motivations que vous avez à vous engager dans certains domaines, les sciences et technologies, les sciences humaines, les sciences médicales. En échangeant avec d'autres, vous allez vous inspirer, vous allez vous identifier et puis vous allez personnaliser aussi votre projet. Dernière approche que je voudrais avoir sur ces regards, ces repères par rapport à l'orientation, c'est de vous inviter à vous confronter à la réalité. Entre maintenant et l'engagement dans vos études supérieures, il y aura encore différents moments. Et c'est peut-être l'occasion d'aller chercher un stage, une expérience de terrain, une activité de bénévolat. Ces différentes expériences seront importantes pour mieux vous connaître et pour mieux aussi identifier les caractéristiques de certains milieux. Ça va vous permettre également de réfléchir au style de vie souhaité. En rencontrant ces professionnels dans ces différents contextes, dans ces différents cadres, vous allez pouvoir échanger avec eux sur la place du travail dans leur vie, la place que le travail occupe par rapport à leur vie personnelle, par rapport à leur vie familiale, et peut-être aussi la question de la place qu'ils ont pour d'autres aspects qui sont davantage centrés sur les relations avec d'autres ou leurs hobbies et leurs loisirs. Et donc c'est vraiment l'occasion là, à travers ces différentes rencontres, d'échanger sur les valeurs qui vous animent et aussi d'étayer votre motivation. Et puis il va falloir à un moment donné vous confronter. Et le premier endroit, la première cellule dans laquelle vous serez peut-être amené à vous confronter, c'est la cellule familiale. Vos parents ont beaucoup d'espoir pour vous, ils souhaitent certainement le meilleur pour vous, mais est-ce que ce sont ces attentes-là que vous souhaitez vous rencontrer? Et là, il peut y avoir aussi une importance à pouvoir affirmer son identité et peut-être, dans certains cas, à se démarquer et à oser se démarquer. Dans certaines familles, on met l'accent sur la dimension régionale, locale, sur le lien avec son entourage. Et puis, vous êtes peut-être intéressé par l'international, par le développement. Dans d'autres milieux, on est passionné par les sciences, par les technologies. Et puis, vous sentez que c'est un projet d'artiste que vous avez. Trouver votre place est un élément important, mais plus vous serez capable d'argumenter vos projets, plus vous serez au clair avec vous-même, plus votre motivation sera importante. Alors, par rapport à cela, on a développé une collection de cahiers d'orientation. Nous sommes convaincus que la lecture, c'est un instrument qui permet aussi de réfléchir. Et les cahiers du CIO, qui constituent une collection unique en communauté française sur l'orientation, vous apportent des idées, vous permettent d'aller plus loin dans vos réflexions sur l'orientation. Vous y trouverez également des outils pratiques qui permettent d'avancer par vous-même et de pouvoir aussi, à travers certains exercices, davantage faire votre portrait. Et vous y trouverez aussi de nombreuses pistes pour mieux vous préparer à l'enseignement supérieur. Je suis convaincu que quelqu'un qui a vraiment mené un travail de réflexion sur son orientation, prend un premier cap vers la réussite. C'est ce que je vous souhaite. Vous avez encore des questions, vous avez envie de nous rencontrer, n'hésitez pas, allez sur le site uclouvain.be/CIO, vous trouverez nos rendez-vous et la possibilité de nous rencontrer. Nous avons une implantation à Louvain-la-Neuve et des antennes sur Woluwe et sur Mons également. Au plaisir de vous voir.